parle d'attaquer le marché, hein, pas d'attaquer le pays, ça c'est pas cool. Donc pourquoi j'irais attaquer le marché UK et pas par exemple le marché allemand ou le marché belge par exemple. Il y a beaucoup de gens, je pense, qui se disent ouais, mais internationaliser de toute façon maintenant, c'est juste traduire son site, c'est rien de plus. Peut être, on va dire, on va reprendre l'idée du café, parce que tu sais que j'aime beaucoup le café. Soit on va aller chercher des gens qui sont dans l'industrie du café, ou on peut aller chercher des gens qui sont experts en marketing. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode de Make Sense, le podcast. Aujourd'hui, on va parler d'internationalisation et pour ça, j'ai le plaisir de recevoir Leslie Berton. Leslie, elle est spécialiste de l'internationalisation des marques, notamment vers les marchés anglophones. Et ensemble, on va vous expliquer comment exporter avec succès votre marque vers de nouveaux pays, vers de nouveaux marchés pour conquérir plus de parts de marché. Salut Leslie, Maxence. je suis hyper heureux de t'avoir dans ce podcast. Aujourd'hui, on va parler d'internationalisation, un mot qui a plein de syllabes et qui fait peur à pas mal de monde. Toi, tu es notre experte sur le sujet et on va démystifier tout ça. Déjà, pour commencer, il y a beaucoup de gens, je pense, qui se disent « Ouais, mais internationaliser, de toute façon, maintenant, c'est juste traduire son site, c'est rien de plus. » Qu'est-ce que tu as à leur dire déjà pour dire « Les gars, il y a un sujet ?» En fait, c'est toujours la première chose qu'on entend. On va traduire ce qu'on a, on va traduire notre site internet, on va traduire nos supports marketing ou com. Et puis c'est facile, maintenant il y a l'intelligence artificielle, donc il y a des robots qui vont le faire pour nous et tout va bien marcher. J'ai envie de dire, si vous arrêtez là, vous allez juste diminuer vos chances de réussite et vous allez casser complètement le retour sur investissement. Pour toi, c'est beaucoup plus que juste traduire des mots, surtout que Google Trad, ça existe depuis des dizaines d'années maintenant, je pense. Et avec l'intelligence artificielle, comme tu dis, on va aller de plus en plus facilement vers des textes qui sont traduits dans une autre langue, mais pas forcément adaptés. On va y venir. La langue et la culture, surtout la culture, la géographie, la culture. Et donc, aller à l'international, c'est aussi vouloir s'adapter au nouveau pays, à la culture et à la manière de faire les choses. En anglais, même si on prend de l'anglais britannique ou de l'anglais américain, etc., ils n'ont pas les mêmes façons de se dire les choses et surtout de les comprendre. Comment les gens vont utiliser le produit, par exemple, comment ils vont l'appréhender et quelles utilisations ils vont en faire. Il y a tous les enjeux qui vont avec, notamment la logistique, les prix, le service client, etc., mais qui vont impacter la réussite sur le marché. Comment tu fais en sorte de ne pas oublier d'éléments, justement? Déjà, il faut se préparer, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas sur un marché comme ça sans préparation. C'est là où on va étudier le marché, on va voir s'il y a une offre, s'il y a vraiment une opportunité pour le produit ou le service tel qu'il est déjà. Et aussi, pourquoi pas identifier des influenceurs sur le marché. Quand je dis influenceurs, c'est tous les stakeholders, en fait, tous ceux qui vont pouvoir aider à l'introduction au marché. Et ça doit être évalué avant l'arrivée sur le marché, en fait. Deuxièmement, c'est préparer les équipes en interne. Mais je vais raconter par exemple une anecdote où je travaillais dans les télécommunications. Et en fait, ils ont lancé le service en France, mais sur le terrain, ils n'étaient pas prêts. C'était un service mobile. Et en fait, on a vendu tellement en un mois que le service pour envoyer les cartes SIM, etc. en France, en fait, ont été complètement débordés et ne pouvaient plus suivre. Une fois que la machine est lancée, c'est pas qu'un rétropédalage, en fait. On doit presque tout recommencer. Ensuite, quel est notre objectif sur le marché? Qu'est-ce qu'on veut atteindre? Et en combien de temps? Donc comme ça, tout le monde connaît les objectifs. Et il faut savoir que ça prend du temps d'arriver sur un marché. On peut avoir les premiers résultats qui vont être très bons, mais pour perdurer, il va falloir y laisser du temps et pas que faire des actions court terme. Ouais, tu vas pas juste faire une petite incursion, rafler quelques jetons sur la table et te dire « Ok, maintenant, ça y est, c'est gagné ». Tu as peut-être juste un effet chance du débutant, entre guillemets, au début. Ça. Et il faut analyser, en fait, ce qu'on voit. Ouais. Il faut analyser beaucoup ce qu'on voit. Et quand on part avec un produit, j'ai envie de dire, voilà, le produit qui existe dans le pays d'origine, ensuite, il va falloir l'adapter au retour. Si je suis français, par exemple, pourquoi j'irais attaquer d'abord le UK
On parle d'attaquer le marché, hein, pas d'attaquer le pays, ça c'est pas cool. Donc pourquoi j'irais attaquer le marché UK et pas par exemple le marché allemand ou le marché belge par exemple? Comment tu choisis ça? Alors, il y a plusieurs, facteurs que tu peux regarder. En fait, il y a toutes les données économiques. Est-ce qu'il y a, le PIB? Quel est le PIB dans le pays? Quel est le taux de croissance? Est-ce que vraiment ça vaut le coup de s'y installer? Donc, il faut mieux privilégier les marchés dynamiques et stables au niveau économique. Est-ce que le marché est assez grand? Est-ce qu'il y a assez de possibilités? Au niveau de la concurrence, il y a aussi de la concurrence, donc quels sont les concurrents, les directs et les indirects? Quelles sont les barrières à l'entrée? Donc ça va être au niveau du marché, au niveau produit, au niveau concurrentiel. Mais attention, et une chose qu'on oublie beaucoup quand c'est par exemple, des marques, anglophones qui viennent en France, RGPD, on va en nommer un, parce que ça, c'est quelque chose qui, quand il n'y a pas RGPD dans le ou l'équivalent dans le pays d'origine, ça peut faire mal, quand on s'y est pas préparé. Parce qu'on n'a qu'une fois l'occasion de faire une bonne première impression. Donc c'est un vrai projet, il faut avoir une méthodo, il faut avoir un suivi clair, une équipe si on peut. Si je veux exporter du café et alors que la majorité des personnes consomment du thé, j'ai aucune idée des chiffres, hein, je dis ça pour le cliché. Et j'ai aucune idée qu'en fait le thé peut être un concurrent au café, je caricature. Mais comment tu fais justement pour sentir le terrain quand toi tu es par exemple à Paris, à Lille ou à Lyon ou que sais-je? Comment tu fais pour avoir la température londonienne sans y être, sans y aller tous les jours, sans vivre le terrain? J'ai envie de dire, il faut s'entourer de personnes qui connaissent le marché, donc soit qui sont sur, votre pays d'origine, mais ils connaissent très bien le marché où vous voulez aller, soit des acteurs qui sont déjà sur le marché et qui travaillent dans cette industrie ou dans le département où vous voulez attaquer. Par exemple, ça peut être, on va dire, on va reprendre l'idée du café, parce que tu sais que j'aime beaucoup le café. Soit on va aller chercher des gens qui sont dans l'industrie du café, ou on peut aller chercher des gens qui sont experts en marketing. Voilà, la personne qui est expert en marketing, elle va pouvoir évaluer le marché, et cetera, et aller identifier la niche, l'étudier et vraiment bien se placer en termes de produits et de messages, et cetera. Avoir des gens sur place et donner la confiance sur leur expertise. Prenons l'exemple d'une marque, du Royaume-Uni qui veut s'installer en France. On sait qu'il y a quand même de la diaspora britannique en France, donc pourquoi pas aller chercher, ces personnes clés, disons, qui vont comprendre la culture à la fois britannique et à la fois française pour y vivre et peut vous aider à identifier d'autres personnes clés. Il y a plein d'organisations pour vous aider et notamment toutes les organisations gouvernementales qui aident les sociétés à s'exporter. Par exemple, il y a Business France pour la France, donc ça on le connaît. Il y a le UK Trade Investment pour le Royaume-Uni. Si on vient de Nouvelle-Zélande, il y a NZTE, donc le New Zealand Trade and Enterprise. En association, donc il y a le Franco-British Chamber of Commerce. Il y a aussi le Franco-Australian Chamber of Commerce et le French l'AmCham France pour la partie américaine. Il faut parler aux gens. Donc plus vous parlez aux gens, plus vous allez connaître votre cible, plus vous pourrez en tirer des données en fait et avoir vraiment une approche à la fois quantitative mais qualitative aussi. Dans la vie d'une marque, est-ce qu'il vaut mieux internationaliser assez tôt ou est-ce qu'il faut attendre d'avoir déjà une bonne maturité sur ton marché primaire, par exemple? Donc je dirais ça dépend, voilà, ça dépend de 2 choses. C'est, l'aversion au risque et le budget que vous pouvez allouer à ce risque, en fait. C'est sûr que si, par exemple, on va prendre, il y a quelques années, Apple avec son iPhone, pour prendre un exemple que tout le monde, va connaître. C'est un exemple où là, il fallait y aller partout, en fait, parce que, c'est un marché qui est devenu mature assez vite et en étant leader en plus sur le marché, voilà, on a suivant les suiveurs qui vont vous copier et qui vont essayer d'aller chercher ce que vous n'êtes pas allé chercher. Voilà, c'est pour ça que ça dépend beaucoup aussi de la situation du marché, comme tu dis, la maturité, la présence du produit ou pas. Mais il faut penser, par exemple, que Apple, sans parler d'internationalisation, avait lancé une première fois, si je me trompe pas, c'est de l'iPad et ils ont reculé.
ils ont rétro-pédalé et ils se sont dit: «Non, c'est pas le moment sur le marché». Ils s'y sont allés plus tard et là, ils ont internationalisé. On va pas se lancer sur un marché avec un trou dans la raquette au départ. Voilà, surtout si on le sait. Donc et là, c'est très visible. C'est intéressant parce que on connaît souvent ces faiblesses sur le marché national, dans tous les cas, même si on ne veut pas se les avouer finalement. Si on sait que notre produit a une durée de vie très limitée, si on sait que notre produit il a des difficultés d'usage parce que le mode d'emploi n'est pas clair, je donne des exemples un peu farfelus, on sait que c'est des problèmes qu'on va se traîner à l'international. C'est des problèmes qui vont traverser la Manche, c'est des problèmes qui vont traverser l'Atlantique. Donc en fait, il faut aussi être réaliste. Et là, on sort un peu de la partie internationalisation, c'est la connaissance de son business et la réalité de son business actuel. C'est de se dire les problèmes actuels qu'on connaît déjà, ils vont pas s'effacer juste parce que c'est un autre métier. Au contraire, ils vont peut-être être exacerbés justement. Et en fait, tu vois que cette phase de take-off, elle est plus ou moins longue en fonction aussi de comment ça prend. Mais il faut être prêt à surpayer au début et à accepter cette surdépense au détriment des points de marge, au détriment de la rentabilité, au détriment de plein de choses. Et comme tu dis, il faut avoir les reins assez solides pour tenir suffisamment longtemps jusqu'à ce que ça marche et que ça prenne et qu'on arrive à générer du profit sur le marché. On n'y va pas juste pour se faire plaisir non plus. Et je rebondis juste sur ce que tu disais sur les enveloppes de budget test. C'est très vrai sur un marché national, sur un marché primaire aussi. Il ne faut jamais s'arrêter de tester. C'est un peu la recherche et développement nécessaire à un bon marketing, à mon avis. C'est quand tu arrêtes de tester, tu t'encroutes, tu finis par péricliter et tu laisses de l'avance à tes concurrents qui, eux, ont pris le pas d'aller tester. Un danger à pas négliger en tout cas. Exactement. En tout cas, merci beaucoup Leslie, c'était un épisode hyper dense. Moi j'adore l'international, donc c'était un vrai plaisir de parler de ça avec toi. Si on veut te retrouver et muscler un peu ses compétences sur cette partie internationale, où est-ce qu'on peut te retrouver tes contenus et tes bonnes idées? Alors, j'ai envie de dire la plateforme, la numéro 1, c'est LinkedIn, où je publie, régulièrement des astuces ou mes expériences, avec, des marques et des entreprises et aussi tous mes conseils. Et n'hésitez pas à me contacter. J'ai aussi un calendrier qui vous permet de prendre, un petit créneau avec moi de 30 minutes pour évaluer les besoins, tout simplement, discuter, aussi de votre stratégie et quels peuvent être les points de blocage. Alors, est-ce qu'il faut se connecter à la visio avec un thé ou c'est pas obligatoire? Non, ça sera avec un café. Je reste très française. Mon activité s'appelle French Coffee Marketing, parce que, déjà le café et déjà parce que, c'est la motivation dans une tasse. Mes actions marketing sont toujours un peu plus dynamisées par un peu plus de café et troisièmement, on retrouve l'effet, réseau. J'adore échanger, j'adore écouter des histoires d'internationalisation et de projets, des entreprises. Ça serait un plaisir d'échanger avec tout le monde. Merci en tout cas de m'avoir invité, c'est un vrai plaisir d'échanger avec toi. Écoute, c'est un grand plaisir de t'avoir eu dans l'épisode. On mettra le lien notamment vers ton profil LinkedIn en description de l'épisode et on te retrouve très vite pour suivre tes contenus. Moi j'adore lire ça sur LinkedIn. Merci beaucoup Leslie, à très bientôt. Merci à toi Maxence, merci. Si cette vidéo t'a plu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne Make Sense. C'est ici que je reçois tous mes invités de podcast, mais aussi là où je partage mon aventure entrepreneuriale. Donc, évidemment, lâche-nous un pouce sur la vidéo, ça aide énormément à la diffusion du contenu sur YouTube. L'algorithme est très capricieux et donc ça nous aide énormément. Et en plus pour toi, c'est gratuit. On se retrouve très vite pour de nouveaux épisodes de Make Sense, le podcast.